Qui est-ce qui s'occupe des réseaux sociaux et des publications et des contenus? Ouais, ok, tout le monde, ça marche. Bon. Du coup, on est avec Edouard, qui est le CEO de l'agence Emblème, qui est une agence qui met en relation les influenceurs, les créateurs de contenu et les commerçants. Valran, qui est le fondeur du réseau Le Crayon, qui a aussi l'agence Le Surligneur et Le Pinceau. Et moi-même, du coup, qui est l'agence First Stage en création de contenu audiovisuel. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce qui a évolué sur les réseaux sociaux et comment bien publier dessus en fonction de la stratégie que vous allez employer et des cibles que vous allez vouloir toucher. Faut t'appuyer. Allô? Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc je me représente rapidement. Je suis Edouard Ossegui. Ça fait maintenant 7 ans que j'entreprends et que je suis dans les réseaux sociaux. J'ai commencé du coup il y a 7 ans par Emblème, qui est en gros une plateforme qui permet aux commerçants de recevoir des influenceurs et des créateurs de contenu qui, en échange d'expériences offertes, vont offrir du contenu, Reels, photos, etc. Et de la visibilité contre des expériences offertes. Je suis également le fondateur de Barracuda, qui est une agence indépendante spécialisée dans le social media. Ça fait aussi 7 ans qu'on existe. On est une trentaine et notre core business, c'est vraiment de gérer et développer les réseaux sociaux de nos clients. Et il y a 2 ans, j'ai également monté, pour profiter de mes propres stratégies social media, une chaîne de restaurants qui s'appelle Gruppo Mimo. Ça fait maintenant 2 ans qu'on existe et c'est l'enseigne food aujourd'hui qui a la plus grande croissance en Europe sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous parler rapidement de ma vision des réseaux sociaux aujourd'hui et vous aider en fait à mieux comprendre dans un premier temps les algorithmes, parce que c'est en comprenant vraiment comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, comment l'écosystème fonctionne, que vous pouvez en gros comprendre les règles et du coup performer. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que je rencontre beaucoup de CMO, de gens qui sont dans les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément de connaissance des vrais mécanismes de comment ça fonctionne. Donc en gros, pour vous faire simple, aujourd'hui les Américains avec Meta, les Chinois avec TikTok, ils sont là pour gagner de l'argent. Comment ils gagnent de l'argent? C'est en ayant votre attention. Plus vous allez passer du temps sur les plateformes, plus ils vont gagner d'argent. Parce que plus vous passez du temps, plus ils vont pouvoir vendre de l'espace média. Et aujourd'hui, en fait, ils vont du coup, comme l'expérience des réseaux sociaux, elle est faite uniquement par les utilisateurs, parce que demain, si plus personne poste, il n'y aura plus vraiment de réseaux sociaux. Mais en fait, eux, ils vont partir du principe que les utilisateurs qui créent du contenu sur lequel les utilisateurs vont rester, donc en gros on appelle ça le dwell time ou le watching time, c'est en gros le temps qu'on va passer sur une publication. Plus les utilisateurs vont passer du temps sur les publications, plus cette publication va être mise en avant. Donc à partir de ce postulat, c'est très simple de comprendre qu'en fait le contenu qu'on crée, il faut absolument que les gens restent dessus longtemps. Et en fait TikTok, pourquoi on est passé maintenant sur un format vidéo, c'est qu'en fait TikTok a compris que le contenu sur lequel on restait le plus, c'est un contenu vidéo. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations sur une vidéo que sur une photo simple. Ils ont également compris qu'un contenu dans un thème qu'on aime, par exemple moi je suis un gros fan de pêche, typiquement si on m'envoie des vidéos de pêche, je vais plus les regarder que si je vois une vidéo d'un pote en vacances. Ce qui est le cas sur Instagram. Et c'est pour ça qu'en fait on est passé d'un réseau social où de base on voyait ce que faisaient nos amis, un réseau social comme TikTok, qui n'est pas vraiment au final un réseau social, où on va en fait nous adresser du contenu qui nous est propre. C'est-à-dire qu'en fait c'est très simple de rapidement voir ce qu'aime quelqu'un en regardant son TikTok ou en regardant l'Explorer dans Instagram. Parce qu'en fait on va tout simplement voir s'il aime les bagnoles, la pêche ou autre. Et en fait, du coup il faut comprendre ce mécanisme-là. Donc le but des réseaux sociaux, c'est de donner le bon contenu à la bonne personne. Et donc du coup il va falloir aider les algorithmes, il va falloir aider les réseaux sociaux pour en gros être reward, être un bon élève et faire que la plateforme en fait pousse nos contenus. Il faut en fait aider ces algorithmes-là à comprendre ce qu'il y a sur la vidéo et à faire une vidéo qui va en fait entraîner les gens à la regarder longtemps. Donc en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tout simplement comprendre notre audience. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir déjà comprendre qu'aujourd'hui,
c'est plus la peine de construire un feed sur Instagram. On n'est plus dans l'ère de... parce que j'entends beaucoup de social media managers nous dire il faut que je fasse mon feed, il faut qu'il soit beau. Parce qu'en fait, personne découvre votre profil avec un feed. En fait, les personnes ils vont découvrir votre profil via une publication. Et donc aujourd'hui, c'est extrêmement important de passer déjà, si vous le pouvez, en full vidéo. Parce que clairement, tout ce qui est post, etc., en photo, visuel fixe, ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que entre une vidéo et un post fixe, encore une fois, c'est la vidéo où il va y avoir le plus de watching time, donc on va retenir le plus l'utilisateur. Et en fait, comment Instagram ou TikTok va faire qu'ils vont pousser ou non votre vidéo, c'est qu'en fait, le mécanisme il est assez simple, c'est qu'ils vont faire des A/B tests. Ça veut dire qu'en fait, quand vous postez une vidéo, ils ne vont pas tout de suite le montrer à tout le monde, ils vont d'abord le montrer à un petit écosystème de 100, 200, 300 utilisateurs. Ils vont voir comment ces utilisateurs ils réagissent par rapport à la vidéo. Parce qu'ils ne vont pas prendre le risque de montrer une vidéo qui est nulle à énormément de gens. Parce qu'en fait, s'ils montrent une vidéo nulle à énormément de gens, ils prennent le risque qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui quittent la plateforme. Et ça, ils ne veulent pas. Donc vraiment, ce qui est important, c'est pour eux de garder les gens. Et donc du coup, ils vont d'abord tester sur 100, 200, 300 personnes. Et selon le nombre d'interactions, selon le watching time, donc il y a le temps que les gens vont passer dessus, et il y a aussi les interactions. Donc il faut les gens qui interagissent, ils partagent, ils commentent, etc. Et en fait, à partir du moment où on va passer un certain niveau d'exigence pour Instagram ou TikTok, en fait, ils vont se dire, il a passé le test du test sur 100, 200, 300 personnes, on va le montrer à 500, 1000 personnes. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des vidéos parfois qui mettent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à monter et qui se retrouvent à 50 000, 100 000, 200 000 vues. Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'ils vont montrer au fur et à mesure votre vidéo à plus en plus de personnes. Et donc aujourd'hui, c'est ultra important de comprendre que les posts fixes ne fonctionnent plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est aussi pour vous parler des formats aujourd'hui qu'il faut utiliser. Et typiquement, la vidéo est un format qui est inévitable aujourd'hui. Alors ça coûte plus d'argent, ça demande plus d'énergie, plus de temps, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les technologies nous permettent aussi de pouvoir faire du très bon contenu avec des budgets qui sont raisonnables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des créateurs de contenu, et même nous à l'agence, et parfois c'est vrai que les clients se posent un peu des questions, parce qu'ils nous voient arriver avec des téléphones portables, et ils se disent, moi quand je paye 5 ou 10 000 euros par mois, je pensais que vous alliez arriver avec une énorme caméra, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Parce que déjà, tout simplement, quand vous faites du contenu, il y a de la métadata, et en fait, la métadata, ça permet à Meta ou à TikTok de savoir avec quoi a été créé votre contenu. Et en fait, il part du principe que si vous avez utilisé, je sais pas, un Sony Alpha 3 pour créer votre contenu, c'est que vous avez du matériel professionnel, vous avez payé pour, et du coup, si vous avez payé pour créer du contenu, vous allez devoir payer pour le montrer. Donc en fait, le reach organique va être faible sur des vidéos qui vont être faites par du matériel professionnel, alors que sur des vidéos faites avec l'iPhone, ils vont voir du contenu plus amateur, et du coup, ils vont le pousser davantage. Et du coup, c'est pour ça que vous, en tant que marketing, CMO, social media manager, etc., il faut vraiment comprendre que quand vous travaillez avec des agences, il ne faut surtout pas avoir peur quand les mecs arrivent avec des téléphones portables. Parce qu'aujourd'hui, on voit d'ailleurs avec les influenceurs, surtout sur Instagram, TikTok, YouTube, c'est un autre format, mais on voit aujourd'hui que c'est avec des téléphones qui créent le contenu. Je continue ? Ouais. Donc après ensuite, on va aussi parler un peu de, on vous a remis des récaps en gros des bons case studies. Ouais, exactement. En gros, quoi faire, comment fonctionnent les algos et quoi faire. Donc en gros, on vous a remis un petit récap sur LinkedIn, vous pouvez prendre en photo, et également sur Instagram. Aujourd'hui, pour vous donner quelques hacks en gros pour faire performer vos vidéos, performer vos publications sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que avant, sur la photo, il y avait des API, Google, etc. Il y a des API qui permettent de savoir en gros ce qu'il y a sur la photo. C'est-à-dire qu'en gros, vous donnez la photo à Instagram ou à LinkedIn, etc. Et ils vont savoir que si c'est une photo de voiture, ils vont identifier à 90% que cette photo concerne des voitures. Et donc ça va leur permettre de donner le contenu de la voiture aux gens qui aiment les voitures. En fait, aujourd'hui, avec la vidéo, c'est moins le cas parce que c'est plus compliqué pour eux d'analyser ce qu'il y a sur la vidéo. Donc en fait, il faut aider encore une fois les algorithmes, que ce soit Instagram, et c'est pareil pour YouTube Shorts, et pareil pour TikTok. En gros, il va falloir aider les algorithmes à comprendre ce qu'il y a sur la vidéo. Et il y a deux manières de faire comprendre à l'algo ce qu'il y a sur la vidéo.
il va y avoir la caption. Donc sur Insta ou sur TikTok, encore plus vrai sur TikTok, c'est en train de devenir des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'en gros, 40% des jeunes aujourd'hui, ils cherchent même plus sur Google, ils cherchent sur TikTok. Et en fait, comme Google, il va falloir faire du coup du SEO. Et en fait, quand vous écrivez des captions, il faut utiliser des mots-clés. C'est-à-dire que par exemple, moi, on a énormément de restaurants clients. Typiquement, si je fais une recette avec un chef, je vais dire recette du tartare de bœuf fait par le chef Juan, etc. Et en fait, ça va permettre tout simplement à l'algo de se dire, en gros, là, la vidéo, parce qu'il peut analyser les mots, ça parle d'une recette qui est faite par un chef. Donc toutes les personnes qui sont restées longtemps sur des vidéos où en fait il y avait un chef qui cuisinait, ça va pousser ce contenu-là parce qu'ils vont se dire que s'ils poussent une vidéo de chef à quelqu'un qui regarde des vidéos de chef, il y a plus de chances qu'il reste sur la plateforme. Donc on gagnera plus d'argent. Et en fait, cette équation-là, elle est très simple à comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas, et c'est pour ça que je vois souvent en fait des personnes, des social media managers, etc., encore être sur des techniques qu'on avait il y a peut-être 5, 6, 7 ans, où c'était vraiment l'idée d'avoir un joli feed et puis de poster des photos. Donc on est vraiment sorti de ce fonctionnement-là. Il faut vraiment, du coup, réfléchir par poste. Donc en gros, voilà, aujourd'hui, il y a le SEO, les captions. Donc il ne faut pas hésiter à écrire des captions qui sont un peu longues et qui utilisent vraiment les mots-clés qui permettront de donner la bonne vidéo à la bonne personne. Il y a également les hashtags qui vont permettre tout simplement d'identifier ce qu'il y a sur la vidéo. Donc ne pas hésiter à utiliser des hashtags qui sont utilisés, ça veut dire que des hashtags qu'on utilisé déjà peut-être 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions de fois, et également des hashtags plus niches. C'est-à-dire que par exemple, si une recette de tartare de bœuf, on va pouvoir mettre chef recipe ou meat recipe ou tartare, etc. Il ne faut pas hésiter à vraiment aller même sur des hashtags de base qui ne sont pas utilisés, parce qu'en fait ça va aider le moteur de recherche Insta ou TikTok à trouver, aider les utilisateurs à trouver les bons contenus. Pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chercher des contenus sur Instagram ou sur TikTok. Si vous ne mettez pas des hashtags et que vous mettez des mots-clés juste dans le vide, vous tombez quasiment jamais sur vos contenus. Enfin, vous allez mettre vraiment beaucoup de temps à tomber dessus. Alors que si vous choisissez des hashtags qui, même s'ils n'ont que 200, 300 ou 600 personnes qui ont retagué dessus, vous pouvez être sûr et certain que quand la personne va rechercher, et ça les jeunes savent très bien le faire, ils vont mettre hashtag machin, ils tomberont plus facilement sur votre contenu. Et ça, c'est très important. Le contenu est essentiel, mais la description de votre publication, elle l'est tout autant pour l'organique. Et plus l'organique sera puissant, moins vous mettrez d'argent en ads. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi un autre, du coup, sur la partie Instagram, il y a un truc qui s'appelle le texte alternatif. C'est qu'en gros, quand vous allez publier un post sur Instagram, en fait, dans les options, au moment de publier, vous avez du alt texte. Et en fait, c'est important de le remplir. Il y a très peu de gens qui le font. Mais en fait, c'est un texte qui va permettre, encore une fois, à l'algo de comprendre ce qu'il y a sur la vidéo. Et donc là, il faut simplement décrire ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir dire cette vidéo montre un chef qui est en train de faire une recette de tartare de bœuf dans son restaurant. Donc ça, en fait, ça aide l'algo à se dire ok, cette vidéo-là, j'ai compris ce que c'était et je vais la donner à la bonne personne. Donc voilà, ça, c'est vraiment les petits hacks et les choses qu'il faut vraiment appliquer dans sa stratégie de contenu et dans ses publications. Il faut aussi ne pas avoir peur de créer, d'A/B tester. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le meilleur moyen de percer sur TikTok ou sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est de publier régulièrement. Parce qu'en fait, pour vous faire comprendre comment l'algo fonctionne, c'est qu'on a un trust score en fait. Quand on est sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, etc., on a un trust score, ça veut dire qu'on a en gros une note de confiance. C'est-à-dire qu'en gros, si on a un trust score très haut, c'est-à-dire qu'on a un très bon élève et que du coup, toutes nos publications, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc., ils vont les pousser à fond parce qu'ils savent que nos publications, on est des bons élèves et généralement, elles fonctionnent. Et, donc en fait, ce trust score-là, comment on va l'augmenter ? En fait, c'est en publiant régulièrement, parce que plus on publie régulièrement, plus on a des chances de faire rester les utilisateurs sur la plateforme et du coup de leur faire gagner de l'argent. Donc en fait, quelqu'un qui publie une fois par mois, ça sera très compliqué pour percer, alors qu'une personne qui publie une fois par jour, une fois tous les 2 jours, et même si au début ça ne fonctionne pas, vous testez les Reels, vous essayez de regarder ce qui se fait, vous benchmarkez un peu dans votre univers, dans votre domaine, des vidéos qui sont déjà faites pour comprendre la dynamique, le rythme, le style de vidéo qui fonctionne. Donc ça, c'est très simple à aller chercher. Vous allez
tout simplement, même sur TikTok, allez marquer dans votre univers. Je sais pas, par exemple, vous êtes un restaurant, vous allez taper restaurant, hashtag restaurant, et vous allez mettre dans les filtres les vidéos qui ont le plus fonctionné avec le hashtag restaurant sur les 2 dernières semaines. Ça va vous montrer le type de vidéo qui fonctionne. Donc, ça va montrer le type de musique, le type de montage, etc. Je sais que la vidéo, c'est compliqué à monter, et que c'est beaucoup plus difficile par rapport à avant. On faisait des photographes, des posts, etc. Bon, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour vous aider et peut-être collaborer dans un futur proche. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment important de tester, d'essayer, de publier, de voir ce qui fonctionne pas. Et c'est après Valorant va prendre le relais, mais c'est aussi de vous créer un univers en fait, de créer un univers autour de votre marque, d'essayer de faire du personal branding, de mettre en avant une personne. Par exemple, moi, chez Grupo Mimo, je mets en avant mon chef Pietro, parce que c'est mon chef, il est beau gosse, donc forcément ça attire les regards. Et moi, j'ai une grosse partie de 70% de mes followers sont des filles, donc il y a ce côté cool et ce côté il est italien, il est cool, etc. Et ça, c'est vraiment important d'avoir une personne aussi qui va s'imprégner de votre marque, représenter votre marque auprès de l'audience. Parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus identifiable d'avoir une personne sur une vidéo que d'avoir une marque sans personne dessus. Alors on peut créer un style, on peut créer un univers, mais c'est vrai que même les algorithmes, même sur LinkedIn d'ailleurs, quand on voit les posts qui fonctionnent, généralement c'est des posts où il y a des visages. Parce que LinkedIn va repérer les posts où il y a des visages et va repérer si c'est votre visage. Et ça marche encore mieux quand. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs LinkedIn qui mettent tout le temps leur visage, parce qu'en fait ça permet d'avoir un reach organique beaucoup plus important. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, par rapport à quand vous publiez une vidéo, vous allez avoir la vignette. C'est très important de mettre la description dessus pour le référencement. Et surtout, mettre des sous-titres. Aujourd'hui, les sous-titres sont analysés par les différentes plateformes. Et ça va aider, comme le disait Edouard, à mieux référencer votre vidéo. La deuxième chose, c'est que très souvent, on dit « oui, mais j'ai peur de faire un bad buzz auprès de mon entreprise, il faut que la vidéo elle soit canon, ainsi de suite ». Les algos, si quand vous publiez quelque chose, c'est naze, ils ne le mettent pas en avant. Donc vous n'avez aucun risque de faire un bad buzz. Donc lancez-vous, regardez ce qui fonctionne. Eux, ils gagnent de l'argent quand ça fonctionne et qu'on a envie d'aller sur cette plateforme. Donc ils veulent que du contenu qualitatif. Et la deuxième chose qui est essentielle à retenir, c'est que quelles que soient les plateformes, ce ne sont que des réseaux personnels. LinkedIn, c'est un réseau professionnel, mais c'est que des comptes personnels. Et du coup, le personal branding est vraiment essentiel là-dedans, que ce soit pour vos collaborateurs, et vous pouvez matcher avec des campagnes de marque employeur, de mise en avant des héros du quotidien, mais aussi dans la mise en avant, par exemple, de vos prestataires ou de votre CEO, et ça, c'est la partie de Valorant. Bonjour à tous. Je suis désolé pour le petit retard, hein. C'est pour ça qu'on a commencé 5 minutes en retard. Moi, je m'appelle Valorant. J'ai monté un média qui est aujourd'hui le premier média de débat des jeunes qui s'appelle Le Crayon. Et on a à côté 2 agences qui s'appellent Le Pinceau et Le Surligneur pour créer une petite famille de la trousse. Et en fait, nous, on fait 2 choses dans nos agences. L'une, c'est du personal branding et de la relation presse pour des entrepreneurs, des dirigeants et des C-level. Ils incarnent leur entreprise à travers des contenus sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et on a Le Pinceau, qui est une entreprise d'intelligence, une agence d'intelligence économique et d'influence qui permet en fait aux entreprises de comprendre puis d'agir sur la jeune génération sur les réseaux sociaux. Et j'insiste dans cet ordre-là. D'abord comprendre et après agir. Parce que c'est un des plus gros problèmes. Et avant de parler dans les détails de personal branding, j'aimerais surtout qu'on puisse parler des fondamentaux. Parce que toute la partie technique qu'a décrite Edouard est excellente, mais je pense que c'est important aussi de prendre le prisme inverse. C'est-à-dire pas le prisme réseaux sociaux techniques, mais le prisme humain. Parce qu'à la fin, c'est la multiplication de toutes vos réactions qui va créer derrière une vidéo qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est parce que ça vous plaît, à vous, individuellement et à la masse collectivement, qu'il va y avoir une vidéo qui réussit ou pas, que ça soit en tant que consommateur ou en tant que producteur pour votre entreprise. Et c'est vraiment important que vous compreniez ça. C'est vraiment important que vous compreniez que les algorithmes et les réseaux sociaux ont d'abord et avant tout fait pour réussir à capter l'attention, donc à capter ce que l'humain a envie de voir. Et ça, c'est simple de se le figurer, il y a 4 raisons de retenir l'attention il y a 4 raisons pour lesquelles notre attention est retenue sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ces 4 raisons-là qui font qu'on engage en like ou en commentaire ou en partage sur un contenu. Le premier, c'est le storytelling, c'est l'histoire. C'est ça, on va réagir et interagir parce qu'on a envie d'envoyer de la force à quelqu'un. On a envie de
de témoigner qu'on est heureux de son histoire, qu'on est inspiré par son histoire, qu'on est touché par son histoire. C'est les posts LinkedIn sur j'ai 16 ans et je gagne 10 000 euros par mois, par exemple. Je pense que certains l'ont vu passer. C'est des posts LinkedIn pour expliquer qu'on a eu une maladie très grave et qu'on a fait preuve de résilience et qu'on s'en est sorti. C'est des posts pour expliquer qu'on a galéré à monter un produit dont aujourd'hui on est fier et qu'aujourd'hui on le lance. C'est l'histoire en fait. C'est ce qu'on raconterait à un dîner entre potes. Et ça c'est la première raison de l'attention et de l'engagement sur les réseaux sociaux. La deuxième raison, c'est ce qu'on va appeler le like de connivence. Et par connivence, on entend d'abord et avant tout le fait qu'on est proche de l'opinion de la personne et de l'opinion qui est partagée. L'idée est très simple, c'est que nous apportons notre soutien et notre attention aux gens qui partagent notre avis sur les réseaux sociaux. Sachant que par avis, je n'entends pas forcément des avis politiques. Ça peut être des avis sur un sujet de société très classique. Ce n'est pas nécessairement politisé. Mais en fait, ce like va nous permettre en fait, de ne pas avoir à prendre la parole nous-mêmes sur ce sujet et d'envoyer notre force de like pour que cette voix que nous pensons résonne plus largement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la deuxième chose, la connivence. La troisième chose, c'est, quel est le bon terme déjà que je pourrais utiliser ? C'est le like de réciprocité. C'est quand une personne nous apporte de l'information ou de l'analyse que nous n'avions pas précédemment. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on peut y trouver notamment les contenus médias dedans, les contenus d'analyse. Et ça, évidemment, ça aura moins de succès sur TikTok que sur LinkedIn, mais sur LinkedIn, quelque chose sur de la connivence, sur de l'apport d'informations, sur de l'apport de connaissances, ça a des résultats assez exceptionnels, surtout quand c'est bien graphiquement mis en avant. Et ça, même en tant que page d'entreprise, qui d'habitude sont des flops totales, même sur des pages d'entreprise, vous pouvez réussir à faire des bons scores grâce à de l'infographie ou grâce à ce genre de choses. Parce que les gens sur LinkedIn, même s'ils sont contents d'avoir des histoires, ils sont contents d'avoir des avis tranchés avec lesquels ils sont d'accord, ils sont d'abord et avant tout là pour aller acquérir de la connaissance et de la compétence. Et le dernier, qui est le plus difficile à faire, mais si vous le faites, vous cassez tous les scores, c'est ce qu'on a appelé nous en interne le like mindfuck, mais c'est mindfuck dans le sens où on déconstruit un dogme. Il y a une croyance populaire, il y a une idée reçue, et on va y apporter une autre vision qui est en désaccord avec la majorité. Et ça, si on réussit à faire ça, c'est par exemple dire que Elon Musk n'est peut-être pas tant un génie que ça. Et si j'arrive à bien le défendre, vous serez tellement surpris de potentiellement changer d'avis que vous aurez des publications qui peuvent partir extrêmement virales. Donc voilà, avant de parler de personal branding, je voulais vraiment que vous ayez ces bases-là de qu'est-ce qui fait qu'on reste sur un contenu et qu'est-ce qui fait qu'on interagit avec un contenu. Si ça n'est pas dans une de ces 4 cases, il n'y aura pas de réaction. C'est tout. Ou des réactions de gens qui vous aiment bien et qui veulent vous envoyer un peu de force, mais jamais vous aurez des gens qui ne connaissent pas ce que vous faites, qui likeront votre contenu. Et ça, c'est super important ce que tu dis, parce que dès que quelqu'un poste ou like ce que vous avez publié, c'est super important de le suivre aussi. Vous avez un ambassadeur gratuit qui est là, qui peut-être vous connaît pas, c'est dit allez, je vais liker ce contenu, allez juste sur sa page, likez ce qu'il fait, remerciez-le sur le contact, ça favorise en plus l'algo parce que ça pousse les publications, mais surtout, il va être tellement reconnaissant de ce que vous avez fait que vous pouvez être quasiment sûr que sur les prochaines publications, il va vous suivre. Et en fait, vous créez une communauté d'ambassadeurs, et toutes ces personnes qui vont liker, parce que c'est dans les 90 minutes qu'il faut faire le reach, où vous avez le plus de repartage, toutes ces personnes-là, c'est des personnes que vous n'avez pas payées. C'est des personnes qui sont là parce qu'elles apprécient votre contenu. Et en plus, ça va vous faire du bien parce que dès que vous publiez, hop, il y a quelques personnes qui vous suivent encore. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'interagir dessus. Et c'est ce qu'on disait sur l'atelier l'autre jour, mais les commentaires, c'est essentiel. C'est aussi une base de contenu. Demain, vous avez un secteur, un fournisseur ou quelqu'un qui publie un contenu sur lequel vous pouvez interagir. Et n'hésitez pas à interagir. Si votre commentaire il est pertinent, vous allez peut-être faire 12 likes, mais 12 likes pour un commentaire, c'est énorme. Vous allez être dans les commentaires recommandés. Et pareil, c'est du contenu organique qui va vous permettre de pousser. Et l'algorithme, par exemple, de LinkedIn, derrière, va comprendre que ce soit sur des publications ou sur des commentaires et des publications d'autres personnes, vous interagissez et vous faites vivre ce commentaire-là et la plateforme. Et donc, du coup, ils vont vous favoriser derrière. Complètement. Et tout le sujet, justement, c'est de réhumaniser. Les réseaux sociaux sont par définition sociaux. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises, notamment B2B, notamment techniques, ne l'ont pas compris. Quand je dis que c'est sociaux, ça ne veut pas dire que ça doit être bas de qualité. Ça ne veut pas dire que ça doit être cheap ou ça doit être pas intéressant. On peut faire des choses incroyablement intellectuelles ou incroyablement compliquées et réussir à les rendre digestes et humanisées. Mais le plus gros problème de ça, c'est que beaucoup d'entreprises, par peur du bad buzz, comme tu disais Vincent tout à l'heure, vont en fait faire ce qu'on appelle nous dans les agences le corporeto chiant. Et le corporeto chiant, sachez un truc,
ça ne marche pas sur vous, qui êtes producteur du contenu, vous le savez, et vous le faites quand même en priant je ne sais quel Dieu que ça va réussir quand même sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas le cas. Je suis désolé, ça ferait du bien à tout le monde serait très content, ça permettrait de prendre aucun risque et de faire de la bonne com. Ça ne marche pas. D'ailleurs, là-dessus, si vous voulez vous marrer tout à l'heure quand vous allez vous balader sur le salon, regardez sur les stands le nombre de vidéos qui sont les mêmes. Vous retirez le logo, vous retirez les mots-clés, vous regardez la vidéo, vous dites « Ok, cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et bah, vous allez venir voir First Stage parce qu'ils ont tous des gros problèmes. C'est toujours la même chose. Ça pourrait être des images de stock, que ce seraient les mêmes vidéos. Et ça fonctionne pas. Ça vous fait chier tous et personne ne veut ça. Ce que vous voulez, c'est pas votre produit, tout le monde s'en fout, on sait qu'on a besoin du truc, ok, mais pourquoi je vais aller chercher le vôtre? C'est pour ce que vous représentez, les valeurs de votre marque et les plus de ce produit, donc mettez ça en avant. Et ça se trouve, vous avez vachement galéré à développer cette plateforme, elle est super moche, mais vous répondez à une petite problématique. Bah, mettez cette problématique en avant. Et c'est surtout que de plus en plus, les gens ne font pas de décision d'achat selon la qualité experte du contenu. Enfin, c'est con ce que je vais vous dire, mais à moins que vous ayez un fonds d'investissement ou un cabinet d'avocats en affaires, l'absolue confiance totale de la rigueur qui fait que même s'il y a 10 likes, on s'en fiche parce que ce qui compte, c'est le sérieux, c'est de moins en moins le cas des entreprises B2B, à part certaines que j'ai citées. Même les entreprises de logiciels, si votre logiciel il est bon, communiquez sur à quel point c'est plus qu'un logiciel, c'est une communauté, c'est un mouvement, c'est une vision du business. Et si c'est une vision du business, du coup vous aurez un like de connivence parce que les gens vont défendre avec vous votre vision du business. Si jamais grâce à votre logiciel, vous avez traqué un nombre de data extraordinaire sur un aspect d'une industrie, vous pouvez créer du contenu sur ce que vous avez appris et boum, vous prenez un like de connivence parce que vous apportez de l'information sur le marché. Si jamais l'histoire de votre produit ou l'histoire de votre équipe qui a construit ce produit, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier parce que une fille dans l'équipe a galéré ou parce qu'un mec dans l'équipe a eu une grosse difficulté à un moment et que vous racontez ça en disant que vous en êtes sorti plus fort, vous créez du soutien et vous créez de ce qu'on appelle du brand love pour votre produit et votre entreprise. Je ne dis pas forcément de vous personal brander ou de poster en votre nom. Nous, on le fait au surligneur et les résultats sont excellents pour ceux qui le font, mais je sais que beaucoup de gens ne sont pas prêts à mettre leur image en ligne en jeu, encore plus dans une entreprise dont ils ne sont pas le propriétaire. Et c'est tout à fait OK avec ça. Mais n'oubliez pas que vous capitaliserez aussi sur vous-même, que si vous arrivez à 5, 10, 15, 20 000 abonnés, ces abonnés-là, c'est les vôtres, c'est pas ceux de votre entreprise. Donc en fait, quand vous faites briller votre entreprise, ce que comprennent les autres entreprises, c'est que cette personne peut faire aussi briller la mienne. Et vous vous ferez chasser pour votre job comme jamais vous l'avez été. Le personal branding, ça dépasse le cadre juste d'aider une entreprise sur une campagne spécifique. C'est juste une nouvelle manière de communiquer sur les réseaux sociaux, juste sur un axe pro, là où tout le monde avait passé son temps à le faire sur Instagram, sur un axe perso, à raconter ses vacances. Et c'est ça le changement de paradigme qu'on voit. Et donc du coup, sur tout le branding, pour résumer les points que je vous ai apportés là-dessus, c'est d'abord et avant tout, comprenez que vous parlez à des humains. C'est très bien de dompter l'algorithme et tout ce que vous a dit Edouard est excellent et très vrai, mais nous gardez toujours à l'esprit que ce sont des humains qui vont créer la viralité de votre contenu. Les algorithmes sont simplement là pour détecter à quel point les humains ont ou pas apprécié votre contenu. Et pour conclure là-dessus, si on devait imager, je pense que tout le monde a au moins une fois acheté sur Amazon quelque chose. Un des premiers réflexes, c'est de regarder le nombre d'étoiles. Pareil sur les avis Google. Quand vous allez publier sur les réseaux sociaux, votre offre, pareil, le nombre de likes, en fait, ça joue exactement de la même façon. C'est essentiel, ça met en avant votre produit et l'engagement. On vous a préparé un petit slide que vous allez pouvoir prendre en photo sur les statistiques de la vidéo, parce qu'on parle depuis maintenant 35 minutes, mais au moins il y a quelques preuves dessus. Aujourd'hui, la vidéo, quelles que soient en fait les plateformes sur lesquelles vous allez publier, que ce soit votre site internet, YouTube, les réseaux sociaux, tous les voyants sont en vert. Et pour autant, sur LinkedIn, si vous publiez une vidéo en direct, c'est pas ce qui va fonctionner le mieux. Vous mettez une photo backstage par exemple de comment vous avez réalisé la vidéo ou qu'est-ce qui s'est passé ou comment ça se passe chez vous, parce qu'on veut tous connaître l'envers du décor. Aujourd'hui sur LinkedIn, comme tu le disais, on voit plein de gens qui brillent, comment devenir millionnaire avec 5 clics par semaine. On s'en fout, on sait que c'est du bullshit. Ce qu'on veut, c'est comment ça se passe à l'intérieur et qu'est-ce qu'il y a. Vous pouvez être vraiment sûr et certain que si vous mettez des photos backstage, que vous faites une publication en disant qu'il y a une vidéo qui est en commentaire, vous allez avoir un taux d'engagement et aussi sur le commentaire qui est vraiment considérable. Que ce soit sur Instagram ou sur les autres formats, les stories, c'est super important. Alors c'est super important pour un élément déjà qui est principal. Tu pourras crier si je dis des conneries, mais c'est que la story, il y en a beaucoup moins
que de publications que vous en avez dans votre feed. Donc quand vous allez avoir, et je pense que vous l'avez déjà tous vu, une publication qui dit New Post, le but c'est de vous rediriger dessus. Et en fait c'est du contenu qui est gratuit, la story, mais qui permet de mettre plus en avant et plus facilement votre contenu pour rediriger dessus. Et c'est beaucoup plus immédiat la story. Donc en plus, ça a cet avantage de donner cette sensation que vous ne l'avez pas du tout préparé, que vous venez de le faire. Donc en fait, c'est comme une fenêtre vers le monde que vous cherchez à montrer. Et ça, quelque chose de très grisant par rapport à ça aussi, parce que la manière dont c'est mis dans l'algorithme Instagram, c'est que c'est tout en haut. Donc littéralement, les stories est un des trucs les plus sous-estimés dans la communication d'entreprise, de tout type d'entreprise, que ce soit B2C ou B2B. Et du coup, on va se concentrer sur 2 chiffres dans ce slide. 66% du nombre de leads supplémentaires générés par an, donc ça veut dire que c'est du leads, derrière il faut le transformer, et 90% des consommateurs affirment que la vidéo les aide à prendre une décision. Ça, c'est 2 stats qui sont importantes parce que ça nous amène sur 2 points et 2 types de contenus. Ce que tu disais, le storytelling, et le deuxième, c'est les vidéos dites esthétiques, ou plus vulgairement les publicités et les vidéos commerciales. Aujourd'hui, on voit trop souvent on voit jamais trop souvent de clients, mais je reçois souvent le brief de on va faire une vidéo avec tel budget et on est super content de son budget, mais on peut faire qu'une seule vidéo. Et cette vidéo, on va la retrouver partout. On va la retrouver en story, on va la retrouver en publication. Et en fait, c'est une énorme erreur. On ne doit pas se dire ok, je vais faire une vidéo et je vais la poster. On doit se dire qui est-ce que je veux toucher et pourquoi. Est-ce que c'est une vidéo marque employeur pour du recrutement? Est-ce que c'est une vidéo pour générer des leads? Est-ce que c'est une vidéo pour apporter de l'information aux personnes qui ont téléchargé ma plateforme et pour leur vendre un update ou les accompagner dans l'utilisation au jour le jour? Vraiment, quelle est ma problématique? Qu'est-ce que je veux faire? À partir de ça, on va choisir le canal qui est le plus intéressant. LinkedIn, Instagram, YouTube, son site internet. Oui, et sur ces vidéos-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une vidéo que vous comptiez faire, donc la vidéo officielle que vous aviez en tête, et faire plein de petites versions de ça, avec 3, 4, 5 intros différentes qui mènent à la même vidéo, 3, 4, 5 call to action différents à la fin de vidéo, 3, 4 scénarios de milieu un peu différents. Ça va vous permettre de traquer quelle est la vidéo qui a le meilleur résultat. Il y a un entrepreneur australien qui s'appelle Sabri Sully qui a inondé les réseaux sociaux de tous ceux qui sont dans le marketing digital. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais en tout cas, moi, je pense qu'il m'a bombardé, une trentaine de pubs, où en fait, il était là pour essayer de vendre un bouquin et vendre, en gros, ses formations de système de vente. Et il avait l'air très crédible, mais il a testé un nombre incalculable d'accroches et de call to action. Et ces accroches, c'était l'une où il brûlait des billets, l'une où il était en train d'engueuler un mec de son équipe, l'une où il y avait un client qui était dans la merde. Et il a testé plein d'accroches pour le même message. Et on sentait d'ailleurs que la prod était probablement faite le même jour, ce qui en plus rend sympathique le fait de revoir la pub parce qu'on y découvre une nouvelle version. Donc ça nous saoule beaucoup moins aussi. Donc il y a vraiment aussi ces petits hacks à tester sur la même pub, de faire 3, 4, 5 intros, ce qui permet de renouveler l'audience et tester les performances, et pareil pour les call to action. Et vous pouvez être sûr et certain que celle qui va fonctionner, elle va noyer les autres. Donc celles qui auront fait le bad buzz, on les connaîtra pas. Tu m'as mangé les mots de la bouche. Du coup, on est soit sur une vidéo esthétique, et du coup, l'idée, c'est de conduire à l'engagement. Donc là, on peut se faire une vidéo très courte publicitaire, où on va présenter notre produit. Vous avez le droit, et vous mettez votre logo. Super, venez vous renseigner. Cette vidéo, vous pouvez la pousser en ads, ou la mettre sur votre page, l'épingler, ou sur votre site internet. Mais derrière, il va falloir une vidéo qui rentre plus dans le détail. Et surtout, une multitude de contenus pour favoriser à l'engagement. Et ça peut fonctionner dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire que vous allez faire plein de petites capsules sur pourquoi on a créé le service, à qui il s'adresse, comment est-ce qu'on vit dans l'équipe, qui sont nos clients, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner, qui est le CMO qui a travaillé dessus, le CEO, quelles sont les valeurs de la marque. Vous avez une multitude de petits sujets que vous pouvez développer soit vous-même, soit en passant par une agence de création vidéo. Mais ce qui est important, c'est l'information que vous allez mettre dedans et le message. Donc même si ce n'est pas la plus belle, même s'il n'y a pas les plus beaux effets, mais que vous postez régulièrement et que vous communiquez sur vous-même, ça va créer de l'engagement dessus. Et derrière, quand on va croiser votre publicité, ou qu'on va vous croiser sur un stand, ou qu'on va croiser un de vos commerciaux en rendez-vous, on connaît déjà la marque, on connaît déjà les valeurs, et on va se concentrer sur le produit. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui la vidéo elle est omniprésente, mais attention à ne pas rentrer dans le cliché de je fais une vidéo, ça va forcément fonctionner, c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment réfléchir à la stratégie sur laquelle vous allez la publier, les informations que vous voulez passer. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les différents supports. Oui, merci. J'avais une question par rapport, c'était au tout début de la conférence par rapport au hashtag. J'ai vu
beaucoup là, par rapport sur les réseaux sociaux que les influenceurs disent que plus il y a de hashtags et moins ça fonctionne maintenant. Est-ce que c'est la réalité? Donc, c'est-à-dire que l'époque où on mettait vraiment 15 hashtags sur le post est révolue et que maintenant, il en faut 4 qui sont hyper efficaces. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Ouais, parce qu'en fait, à partir du moment où on met trop de hashtags, l'algo va comprendre que c'est du spam et qu'on est en fait, on utilise trop. En fait, on perd l'algo. C'est-à-dire que pour décrire une vidéo, on peut très bien mettre 4, 5, 6 hashtags niche, mais il va pas falloir mettre tous les hashtags, les for you, etc. Parce qu'en fait, c'est trop vague pour les algos. Donc en fait, aujourd'hui, c'est mieux d'utiliser 4, 5, 6, 7 hashtags, mais vraiment en 4, 5, 6 mots, 7 mots, on décrit clairement la vidéo, qui vont vraiment avoir un rapport avec la vidéo, que d'aller utiliser des hashtags fourre-tout qui ont été utilisés par des centaines, voire milliards de posts. Donc c'est mieux aujourd'hui de cibler des hashtags qui sont vraiment précis par rapport à notre niche, par rapport au contenu de la vidéo, pour aider l'algo en fait à comprendre ce qu'il y a sur la vidéo. Donc il vaut mieux les mettre donc, dans la caption, c'est-à-dire qu'on va mettre le hashtag sur le mot-clé qu'on veut placer, plutôt que de les mettre en dessous comme on l'a fait. Ça a pas trop de... Ça, dans tous les cas, qu'on le mette au début, à la fin, en commentaire, etc., ça va pas forcément avoir trop d'impact, parce que l'algo va repérer que c'est attaché à cette vidéo-là. Donc ça, l'emplacement, c'est pas très grave. Après, par exemple, sur un hashtag, moi j'ai toujours l'habitude de mettre des points et de le mettre en bas, parce que ça, d'un côté visuel, c'est plus agréable. Et il y a vraiment une question de recherche en fait. C'est le but, c'est que les personnes qui te recherchent te trouvent de quelle manière. Et en fait, c'est ces mots-là qui vont être importants. D'où le fait que les mots génériques comme for you ou pour toi sur TikTok n'ont plus aucun sens parce que ça ne mène vers rien. Ça n'a aucun tag de recherche en fait derrière. Et c'est ça que ça cherche à créer justement les hashtags. Et tu peux avoir le même réflexe aussi sur les personnes que tu tags. Si tu mets une multitude de personnes que tu tags et que derrière ils republient pas ou ils réagissent pas, tu peux être sûr que tu descends en sur flash. Sur LinkedIn, il y a beaucoup ça. Ouais. Donc n'hésite pas quand tu vas faire un post et que tu publies. Par exemple, quand tu as publié là la photo de la conférence qu'on a fait avec Edouard et les autres, nous on va aller regarder, on va liker, on va commander. Mais tu peux pousser un petit SMS à ton client en lui disant tiens regarde, je vais publier le truc. Tu fais copier-coller de la publication, tu lui pousses, ça force à l'engagement et ça l'aide et ça va aussi aider l'algorithme. Plus tu as de personnes qui sont taguées, qui réagissent rapidement dessus, plus ça va favoriser. Mais si c'est pas le cas, tu descends en flèche. Je pense que c'est aussi important, je ne sais pas si je peux enchaîner là-dessus, mais il faut aussi comprendre que là on a parlé de beaucoup de reach organique, etc. Ce qui est très important parce que c'est en trouvant les posts avec un reach organique important que quand on va commencer à faire du paid, de l'ads, en fait on va payer moins cher le coût par clic ou le coût d'acquisition parce que d'un point de vue organique la vidéo fonctionne déjà. Donc c'est bien de pouvoir aussi publier des contenus, voir comment ils réagissent et utiliser ceux qui performent le mieux en organique pour ces campagnes paid parce que ça va permettre de descendre les coûts. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, en fait, il faut imaginer que les réseaux sociaux, c'est des espèces d'énormes régies télé. Tu vas avoir France Télé qui a plein de chaînes et chaque chaîne va avoir des thématiques. En fait, LinkedIn, c'est un peu la même chose. Si on peut facilement catégoriser ton type de contenu qui t'est et ta société, par rapport à l'ADS ou même au contenu, on va le pousser vers les bonnes personnes. Et l'algo, il adore parce que ça veut dire que quand il va publier le contenu à ces personnes-là vont adorer, regarder plus longtemps, rester plus longtemps, et eux, ils vont gagner plus d'argent. Donc c'est vraiment important que vous aidiez l'algo. C'est donnant-donnant. Si vous l'aidez et que vous l'aidez à vous catégoriser, vous allez gagner sur toute la ligne. C'est un très bon point parce qu'on a beaucoup entendu, et c'est le cas aussi même vers les créateurs de contenu, de « je suis shadowban » ou « l'algo est pas bon en ce moment » et tout ce qui va avec. L'algo, il veut vous aider. Par définition, l'algo, ce qu'il a envie, c'est que votre contenu fasse rester les gens sur la plateforme. Si jamais vous lui permettez de faire ça, il vous montre et il continuera de vous montrer parce que vous lui littéralement rapportez de l'argent. Donc en fait, si votre post ne marche pas ou ne peut pas marcher, et je suis d'accord, certaines fois il y a des petites bases de début de communauté pour aider à faire que l'étincelle prenne, mais globalement, si jamais votre contenu aide l'algo à faire rester les gens sur sa plateforme, il vous aidera. Donc c'est pas seulement tellement comment on comprend l'algo, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est comment on comprend la multiplicité des humains qui vont passer du temps sur notre algorithme. Et pour ça, faites preuve aussi également d'intelligence sociale dans la création de vos contenus. Vous pouvez parler aux gens
qui vont vous regarder ou qui vont vous lire et vous mettre à leur place. Si jamais si vous leur faites une accroche extrêmement grossière, vous pouvez faire comme deuxième phrase, oui, je sais que cette approche est très putaclic, mais tu verras pourquoi elle est putaclic. Vous pouvez discuter très directement avec votre audience. Ça crée de l'intelligence sociale et la personne comprend que vous n'êtes pas une espèce de machine chat GPT qui a écrit un contenu en fait. Ils vont comprendre que réellement vous savez vous mettre à leur place. Et c'est extrêmement agréable pour un lecteur ou un viewer que la personne qui crée du contenu ne prenne pas pour un con, quoi. Et vous pouvez jouer avec ça sur votre marque employeur aussi. C'est-à-dire que chacun des collaborateurs a des histoires différentes, des affinités différentes, et ça peut devenir un ambassadeur de votre marque. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais la conférence d'aujourd'hui, elle est au nom de Réseau Pointé. Réseau Pointé, c'est quoi? C'est un média que j'ai créé il y a à peu près 3 mois, où en fait, je fais des podcasts d'1 heure pour éduquer les prospects et un peu parler de ce qui se passe. Et les intervenants, ça va être Valran, ça va être Edouard. En fait, c'est des top voice, soit LinkedIn ou Favicon, mais ils ont une affinité, ils ont quelque chose et ils parlent dessus. Et cette communauté les suivent eux autant que la marque, voire plus que la marque. Et quand Edouard ou Valran va dire, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire, et bah on va tout de suite croire le crayon parce que c'est Valran qui parle aussi. Donc c'est super important. On va grappiller quelques minutes en plus s'il y a d'autres questions. Ouais. Oui. Bonjour et merci d'être là pour nous éduquer sur ce nouveau sujet pour les grands, les jeunes et les moins jeunes. Moi je suis gérant d'hôtel à Biarritz, c'est le Grand Tonic Hotel à Biarritz et Spanux. Voilà, petite publicité. Est-ce que vous me conseillez de faire aussi bien des interactions personnelles et professionnelles comme vous avez pris l'exemple de Juan? Lui il le fait très bien si on parle bien de Juan Arbalès. Et effectivement, lui, il met vraiment sa vie personnelle en avant et c'est ce qui lui fait effectivement un trafic aussi très très important. Mais lui, il est peut-être sur une catégorie un petit peu de célébrité, donc peut-être que ça joue uniquement et surtout sur cette catégorie-là ou finalement sur tout le monde. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est par exemple sur qu'est-ce que vous nous conseillez comme outil ou boîte pour réaliser des réels, pour commencer à faire des réels. J'ai vu qu'il y avait des boîtes ici qui faisaient des aides à la vidéo, par exemple Real and Real, mais c'est des budgets quand même conséquents qui ne s'adressent pas forcément à des plus petits budgets, plus ponctuels. Voilà, merci. Après, alors moi je vais un peu prêcher pour du coup ma paroisse, mais en fait du coup sur Emblème, justement pour les petits budgets, parce que First Stage on s'occupe de clients plus importants. Nous on travaille avec les commerçants, donc généralement les hôtels, les restaurants, etc. C'est des enseignes et c'est des business qui ont des budgets on va dire serrés pour performer sur les réseaux sociaux. Nous en fait Emblème depuis 3 mois maintenant. Au début, on avait les influenceurs ils venaient en échange d'une nuit ou 2 nuits offertes. Ils allaient faire ils vont faire des publications pour vous donner de la visibilité. Et depuis 3 mois, on a maintenant les créateurs de contenu. Donc en fait, c'est pas forcément des gens qui sont suivis, c'est des gens qui savent faire des reels et qui en fait, en échange d'une nuit ou 2 nuits offertes, vont vous créer du contenu. En plus, c'est du contenu de qualité parce que c'est du contenu UGC. Donc en gros, c'est User Generated Content. C'est en gros un contenu qui va vous permettre de projeter l'audience dans votre hôtel. C'est parce qu'en fait, c'est comme un client qui va faire un reportage de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est aujourd'hui un des contenus qui convertit le plus sur les réseaux sociaux et même sur la partie paid. Parce qu'en fait, quand on va voir la vidéo, on va vraiment se projeter. Donc ça va être ouvrir les rideaux le matin et voir la mer. Enfin, ça va vraiment être un contenu qui va vraiment pouvoir convertir parce que le client va se dire « Tiens, moi aussi j'ai envie de vivre ça ». Ouais, il se projette facilement. Ouais, vous pouvez le faire vous-même. Après, c'est pas la même chose. Toi, tu vas pas avoir la même communauté, alors que si tu passes par Emblème, tu vas avoir un influenceur qui s'en occupe. Mais pour rebondir sur ta question, c'est vrai que très souvent on entend ça, j'ai pas le budget pour faire ça. Tout le monde a du budget. Après, c'est aussi aux agences de t'accompagner dessus. Typiquement, ta problématique, c'est pas j'ai un petit budget pour faire plein de vidéos. C'est quel est le budget que tu peux t'accorder pour faire ta strat et tes contenus vidéo. Et nous, on va trouver quelque chose qui répond à ta problématique, parce que si grâce à ce qu'on a fait, tu gagnes de l'argent, on n'est pas dupe, tu vas vouloir remettre des billes dedans. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui permettent de faire du contenu en fonction des budgets. Donc oui, tu as une grosse paroisse, tu vas pouvoir tout de suite faire un
beaux spots publicitaires et on sera ravis de t'accompagner. Si tu en as moins, il y a plein de solutions. Tu peux filmer toi-même, envoyer les rushs à l'agence et puis on les monte et on te fait les contenus. Ça peut être aussi juste t'accompagner sur la stratégie vidéo qu'il va falloir employer. Aujourd'hui, vraiment, l'argent, certes, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas ta problématique pour atteindre ton objectif. C'est à l'agence aussi de réussir à t'accompagner, à comprendre ton budget. Et d'ailleurs, chez First Stage, quand on prend un brief, il y a deux choses qu'on refuse. Un, c'est de faire de l'exécutif. Bonjour, je suis tel client, je voudrais une vidéo, je veux diffuser là-dessus. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? À qui tu t'adresses? Nous, on va t'accompagner dessus. Et on sera ravis si en plus toute ta strat elle est bonne. On va dire, ah putain, un client qui est merveilleux. Après, généralement, chacun a son métier. La deuxième chose, c'est quand on attaque en disant, est-ce que vous pouvez me faire un devis à tiroir pour voir combien ça coûte? Putain, mais quand tu fais une course de Formule 1, tu demandes à la carrosserie de te faire juste la carrosserie, pas de moteur, et puis tu vas pas choisir. Ah bah, je vais prendre 3 roues sur 4 parce que ça coûte trop cher. Non, tu peux pas. Donc, c'est à toi aussi savoir sur quel concours et quel circuit tu vas compétiter et quel véhicule tu vas prendre. Et le but, c'est juste de gagner la course. C'est pas forcément d'avoir le trophée à Monaco. Donc c'est aussi à l'agence de t'accompagner, comprendre ton budget. Donc n'hésite pas à venir voir les agences en disant mon objectif c'est ça, mon budget c'est ça. Et nous on sait faire, on saura t'accompagner en fonction de ton budget. Merci beaucoup. La suite Merci à peut-être vous. au stand B52. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.